Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents ce matin. Merci aussi à Transfert de continuer à parler de transmission d'entreprise dans ces moments qui sont un peu compliqués, pour le moins. Je m'appelle Jean-Louis Piccolo, je fais de la fusion-acquisition depuis 12 ans et je suis aussi président des métiers de la fusion-acquisition à l'intérieur d'une structure, d'une association professionnelle qui s'appelle l'ANACOFI. L'ANACOFI est un co-régulateur de l'AMF qui intègre plusieurs métiers, dont le mien, celui des hauts de bilan. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de développer devant vous des thèmes de transmission d'entreprise au travers de la crise du Covid et les conséquences sur la transmission de l'entreprise. C'est un grand sujet, bien évidemment, on va essayer de survoler ça et on va se donner une ambition raisonnable qui va être celle de parler des TPE et PME. On est dans le small cap, voilà, n'hésitons pas à le dire. On va faire, si vous le voulez bien, donc un petit retour sur une histoire récente. Qu'est-ce qui s'est passé courant 2019 et jusqu'à 2019, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la crise du Covid et la sortie de la crise du Covid. Si vous le voulez bien, je vous propose un plan, un petit coup de rétro dans les rétroviseurs, quelques bonnes pratiques pour les cédants, quelques bonnes pratiques pour les repreneurs, et on parlera un petit peu de valorisation sur un aspect assez neutre, puisque c'est souvent un sujet qui tend les relations et les discussions entre cédants et repreneurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 2019 sur le marché de la transmission? On peut estimer globalement que le marché était plutôt dynamique. Il était bien aidé en cela d'ailleurs par le marché financier, par les banques. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de manque de financement, tant au niveau des banques que des fonds d'investissement. Donc on n'avait pas de problème pour faire financer nos opérations. On a même pu estimer qu'à un certain moment, il y avait eu une petite bulle qui se créait dans ce marché-là. Pourquoi? Parce qu'on avait une certaine inflation sur les prix de cession. Les prix de cession n'augmentaient pas de façon exponentielle, mais ils augmentaient régulièrement. Et donc on commençait un petit peu à se poser des questions sur le sujet. Mais évidemment, quand tout va bien, on se pose beaucoup de questions, mais on ne savait pas trop ce qui allait se passer. J'ai noté sur ma présentation qu'il faut toujours tenir compte des spécificités du marché de la TPE et PME. Il y a 3 grandes spécificités dans ce marché. Le marché, il est déséquilibré, il est hétérogène et il est caché. Alors on va revenir sur ces trois axes de réflexion. Il est déséquilibré, pourquoi? Parce qu'il y a nettement plus d'acheteurs que de vendeurs. On estime globalement qu'il y a 5 à 10 repreneurs potentiels pour une belle affaire. Premier sujet. Là, on parle de TPE, PME. Je pense que si on parlait de commerce de proximité, la courbe serait inversée. Le marché est hétérogène, ben oui, lorsqu'on parle d'une TPE avec 8-10 salariés et lorsqu'on parle d'une PME à 200 salariés, évidemment les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et dernier sujet, le marché est caché, ben oui, on a du mal à dire qu'on veut vendre. Une grande partie du marché n'est pas sur les plateformes, il est en amont, dans les réflexions, et très souvent, il faut aller le chercher grâce à une démarche proactive. Bon, une fois qu'on a parlé de ce genre de spécificités qui sont liées au marché de la transmission d'entreprise et des TPE-PME, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrivée du Covid? D'ailleurs, je vous rappelle que début de l'année, tout était très bien, on faisait tous nos budgets, on avait tous prévu une année 2020 exceptionnelle, n'est-ce pas? Et puis tout à coup, il est arrivé ce Covid avec notamment le confinement qui nous a empêchés d'aller rencontrer les cédants et les repreneurs. Et donc pour les cédants et les repreneurs, notamment pour les cédants, d'empêcher de recevoir et d'aller rencontrer leurs clients. On a eu des conséquences assez violentes sur le marché, évidemment des mises en arrêt d'opérations de vente de la part des cédants, évidemment aussi beaucoup de réflexions de la part des repreneurs. Pourquoi? Parce que le doute, l'interrogation, la peur du lendemain, je vous rappelle aussi, et c'est tout à fait humain, hein, le soir, aux alentours de 20 h, on avait une personne qui nous disait le bilan du Covid, et c'était extrêmement stressant et difficile à vivre. Et donc, inévitablement, on a eu des baisses de valorisation et des projets reportés. Voilà, ça c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique, on va essayer d'en parler un petit peu plus.
Pourquoi? Parce que au sortir du confinement, et là je vous parle côté conseil que nous sommes, hein, on est allé voir nos cédants et nos repreneurs. Alors les cédants, c'est ce que je vous ai noté sur la partie gauche de la présentation. Évidemment, monsieur le cédant, comment s'est passée la période, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et puis reconnaissons les choses, hein, beaucoup de cédants ils sont sortis de cette période complètement essorés. Hein. Deuxième sujet, monsieur le cédant, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Est-ce que vous avez pris des aides, les aides qui étaient possibles de la part de l'État, qui ont été mises en place par l'État? Troisième sujet, est-ce que vous avez bien fait le point entre vos clients et vos fournisseurs? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est en train de péricliter, qui n'a pas de difficultés financières et qui pourrait venir modifier la structure de votre chiffre d'affaires? Tout ça débouche très logiquement sur une réflexion sur la valorisation. Est-ce qu'on est toujours au même niveau de valorisation? Oui, non. Et enfin, on demande aux cédants de prendre une décision, go, no go, j'y vais plus. Et reconnaissons qu'on a certains cédants qui ont dit non, non, on repousse le sujet, on attend des jours meilleurs, ce qui peut entièrement se comprendre aussi. Partie droite de ma présentation, évidemment, la même chose du côté repreneur. Comment vous avez passé la période? Là aussi, dans quel état d'esprit êtes-vous? N'oublions pas aussi que en matière de repreneurs, on a une grande partie des repreneurs de TPE, PME qui sont des repreneurs personnes physiques, qui sont très souvent accompagnés par Pôle emploi et donc qui ont des plannings à respecter. Donc il va falloir se poser la question de est-ce qu'on respecte le planning ou est-ce qu'on doit le refaire et éventuellement le déplacer. Et donc les conséquences financières que ça peut représenter. Et quelles sont les conséquences sur le projet? Et là aussi, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va plus? Est-ce que go? Est-ce que no go? Et là aussi, dans ce cas particulier des repreneurs, eh bien, inévitablement, on a vu des repreneurs qui se sont arrêtés ou qui ont décalé leur projet à d'autres jours meilleurs. Voilà. Bon, ça c'est globalement ce qu'on a connu, nous, ce qu'on a fait à la sortie du confinement pour essayer de coller le plus près à la réalité de ce que nous a fait subir cette crise absolument compliquée. Alors, comme je vous l'avais dit au départ et dans mon plan, donc un petit coup de rétroviseur, c'est ce qu'on vient de faire. On va noter quelques bonnes pratiques côté cédant et côté repreneur. Et ensuite, on parlera un petit peu de valorisation. Le cédant, selon nous, à notre vision, c'est lorsqu'il cède son entreprise, il fait un véritable acte de vente. Il n'est pas replié dans son siège et il n'attend pas. Il a une véritable action de vente. Donc pour ça, il a fallu, suite à la période de Covid, avoir une certaine stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est 1, sécuriser, 2, planifier et 3, rebondir. Sécuriser, c'est quoi? Monsieur le cédant, est-ce que vous avez mis bien en place toutes les aides possibles qui sont à votre disposition et mises en place par l'État et les régions pour pouvoir être pérenne dans les prochains mois qui arrivent? Premier sujet. Deuxième sujet, est-ce que vous avez fait un peu de planification? Est-ce que vous avez réfléchi? Et nous, on a amené les cédants à créer un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise, c'est quoi? Soyons très clairs. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit sur son niveau de charge. On veut tous essayer d'économiser un peu de cash. Premier sujet. Deuxième sujet, est-ce qu'il n'y a pas des petites activités que je pourrais créer sans trop d'investissement pour aller récupérer un petit peu de volume de chiffre d'affaires? C'est le cas, par exemple, du groupe agroalimentaire qui tout à coup décide de créer, parce qu'elle a la place sur son lieu physique, de créer un click and collect, tout simplement au travers d'un site internet qui a coûté 10 ou 15 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion à mener. C'est extrêmement important. On est cédant, on ne peut pas rester comme ça, les pieds dans la même botte, et il faut absolument réfléchir au futur. Et une fois qu'on a planifié, donc une fois qu'on a sécurisé et planifié, là on repart, on rebondit et on se pose les bonnes questions pour aller chercher de nouveaux clients. Est-ce que d'ailleurs on utilise les nouveaux moyens de communication? On a vu pendant la crise tous ces moyens vidéo, web, internet qui permettaient de réduire d'abord les frais de déplacement et surtout de continuer à être proche du client. Donc
un ensemble de logiques qui permettent d'éviter de fragiliser l'entreprise. Ça me fait penser à un ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby qui, à la mi-temps d'un match France-All Black, disait à ses joueurs « pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute ». Mais pas de faute, ça veut dire revenir aux fondamentaux. Et on en a extrêmement besoin aujourd'hui. Pas de fioritures, pas de guirlandes. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est extrêmement important. Voilà. On continue sur la partie bonne pratique côté cédant. Quels sont les impacts de ce confinement? J'ai noté 4 grands chapitres. On aurait pu en rajouter plus. Il y a notamment l'aspect humain, l'aspect de vos salariés. Quelles sont leurs motivations? Quelle est leur envie de revenir retravailler? Est-ce qu'ils veulent rester chez eux en télétravail? Il y a tout un tas de réflexions à mener. Disons 4 grands chapitres. D'abord ma trésorerie. On y reviendra un petit peu plus tard. Où j'en suis de ma trésorerie? Est-ce que je suis en difficulté dans les prochains mois? Est-ce que j'ai mis en place des prêts garantis par l'État? Est-ce que j'ai bénéficié de reports d'échéances fiscales, sociales et financement? Je rappelle que ce sont des reports et pas des annulations, d'accord? Où j'en suis de mes dettes? Est-ce que j'ai pas beaucoup ponctionné, tiré sur les encours qui m'étaient autorisés, découverts à facturage, etc. Fournisseurs et clients, évidemment, je pense qu'il faut quand même se poser la question, où en sont mes clients, où en sont mes fournisseurs? Est-ce qu'il n'y en a pas un ou des qui risquent d'avoir quelques soucis qui sont liés à la crise du Covid? Et un dernier sujet extrêmement important, faites l'effort de regarder ce que vous avez dans le pipe, dans le carnet de commandes. Ce sera très important lorsque vous recevrez un repreneur pour lui dire, écoutez, voilà, vous avez de la visibilité à 2 mois, 3 mois, à plus, à moins. C'est une réflexion qu'il faut avoir en amont pour ne pas être pris de court et pour savoir répondre à ce genre de questions. C'est extrêmement important. Un repreneur, ce qu'il veut au départ, c'est reprendre l'entreprise et les premières semaines, pas nécessairement aller courir derrière les clients et les commandes. Voilà. Alors, suite à j'allais dire, j'ai écrit à ce mini-audit, on va dire, à cette réflexion. Ça nous permet de quoi? De voir quels sont les points forts et les points faibles de l'entreprise post-confinement. Et parmi les points forts, je suis sorti du confinement. Bon, je suis sorti comment? Grâce à quoi? Grâce à ma récurrence de chiffre d'affaires, grâce à ma typologie de clientèle, pourquoi pas, mais il faut quand même l'énoncer. Deuxièmement, il faut éventuellement retravailler la valorisation. Je n'ai pas dit qu'il fallait casser les valeurs. Certes, le marché est un petit peu à la baisse, mais il faut retravailler la valorisation pour tenir compte de la nouvelle physionomie de vos futurs bilans. Et peut-être aussi de la finançabilité, on y reviendra dans un petit instant. Autre sujet, eh bien évidemment, quand on a fait tout ça, on se pose des questions, on se dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'arrête? Et pourquoi pas? Et comme je vous le disais, certains cédants ont dit non, moi j'arrête, je décale, j'attends, voilà. Je reviendrai sur le marché lorsque le ciel sera à nouveau bleu et ensoleillé. Et un dernier sujet aussi que je vous invite à réfléchir, je pense qu'il faut être assez souple dans la position et dans les propositions de vos candidats repreneurs. Si on vous propose des clauses de complément de prix, parfois appelées clauses d'earn-out, écoutez-les. Les compléments de prix, ça n'est pas une punition. Un complément de prix, ça n'est pas quelque chose de difficile à vivre. Ça peut aider à la hausse ou à la baisse du prix. Donc, soyez ouverts à la discussion et ensuite entamons des négociations. Voilà. Alors, de la même manière qu'on a parlé de quelques bonnes pratiques, hein, on a une demi-heure pour évoquer les sujets, de quelques bonnes pratiques qui sont liées aux côtés du cédant, on va essayer de parler de quelques bonnes pratiques qui sont liées aux côtés du repreneur. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on l'a vu déjà il y a un petit moment, il faut aussi se dire qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises et qu'est-ce qu'elles ont eu comme aide. Hein. Alors, l'actualité récente fait que de nouvelles aides arrivent, ou en tout cas les anciennes aides ont été un petit peu étirées. Donc, l'État a mis en place beaucoup d'aides pour éviter à ce que les entreprises ne déposent le bilan. L'État et les régions. Et d'ailleurs, parfois, les aides se sont superposées. Il faut quand même y réfléchir.
D'accord? Alors en France, on a fait des aides financières qui se traduisent le plus souvent par du financement. En Allemagne, ça a été plus de la subvention. Chaque pays a eu sa recette. Quoi qu'il en soit, les pays ont retenu la leçon des années 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont réagi cette fois-ci très vite. Voilà. Bien ou mal, je pense que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, mais ils ont réagi très vite. Donc qu'est-ce qu'on a eu droit comme mesure qui était utilisable aujourd'hui par les cédants? On a eu du chômage partiel qui a sauvé beaucoup d'emplois, on a eu des reports de charges sociales et fiscales, on a eu des reports de loyers, mais on sait pertinemment que certaines foncières n'étaient pas d'accord. Donc là, à voir ce qu'il en est exactement, d'autant aussi quand le propriétaire de la société est également gérant ou propriétaire de la SCI qui loue les locaux. Donc là, il y a une réflexion à mener. On a eu des reports d'échéance de financement, quasi automatiquement d'ailleurs. Les banques ont fait un énorme effort sur le sujet, entre 3 et 6 mois de report d'échéance. Des aides financières comme les fonds de solidarité qui sont venus aider les dirigeants d'entreprise, et les aides à la trésorerie, qui sont le gros du paquet. Ce qu'on appelle le PGE, le prêt garanti par l'État, c'est une enveloppe de 300 milliards d'euros. C'est considérable. C'est 15% du PIB. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup d'argent qui a été mis à disposition des entreprises. Et donc, il faut quand même se poser la question, aujourd'hui, lorsqu'on est repreneur, outre la trésorerie visible à l'actif du bilan, les disponibilités et les valeurs mobilières de placement, quels ont été les tuteurs qui ont été utilisés par l'entreprise du cédant. Alors, on va un petit peu plus loin si vous le voulez bien. Un PGE, c'est quoi? Alors, on va résumer la chose. Un PGE, c'est un prêt qui vient en soutien de la garantie qui était valable jusqu'au 31/12. Je dis bien qui était parce que depuis hier et les annonces du Premier ministre, on est plutôt au 30 juin 2021, d'accord? Qui représentait 25% du chiffre d'affaires de l'année N-1, donc de l'exercice 2019, sauf pour la partie tourisme où, du fait de la cyclicité du chiffre d'affaires, on pouvait aller jusqu'aux 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires, donc on pouvait dépasser les 25% du chiffre d'affaires. Ça s'adressait à des entreprises qui avaient une cotation Banque de France 5 plus ou mieux, d'accord? Ce qui veut dire aussi, il y a beaucoup d'entreprises petites entreprises qui étaient cotées X0. Elles ont aussi bénéficié du PGE, d'accord? C'était en dessous de 5, à partir de 5 et en dessous de 5, qu'on avait une décision plutôt négative de la part du secteur bancaire. Avec aussi une remarque tout de même, c'est que la difficulté de trésorerie ne pouvait pas provenir d'avant le Covid. C'était une réflexion claire et largement édictée et annoncée. Ce prêt était garanti à 90% par BPI France, donc attribué par le secteur bancaire, mais garanti à 90% par BPI France. Et la structure du financement, c'était du 1 an en in fine, et ensuite on pouvait l'amortir jusqu'à 5 ans. Alors il y a une petite réflexion qu'il faut mener. Les banques ont joué le jeu, ça a été 0 la première année, ou quasi 0. Et ensuite, elles ont dit on va vendre les années suivantes à prix coûtant. Alors, le prix coûtant, en fait, ça sera peut-être un peu en dessus le prix coûtant, mais on sera globalement entre 1,5 et 2,5. Donc, en fait, pour une dette de trésorerie, c'est pas très élevé. Voilà. Mais donc, si un repreneur reprend à ce jour, et jusqu'en février-mars, début de l'amortissement du prêt garanti par l'État, aujourd'hui, on ne connaît pas le taux auquel il va être facturé pour les 5 prochaines années. Deuxième sujet, vous avez un coût, le coût BPI, la garantie BPI a un prix, c'est 0,25 la première année, 0,50 les années suivantes, et ensuite 1 point pour les années 4, 5 et 6. Pourquoi 6? Parce que la première année est une année de différé d'amortissement. Voilà. Ça, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est extrêmement important. Une entreprise qui a déjà demandé son prêt garanti par l'État peut retourner auprès de ses banquiers pour leur demander de venir compléter les fameux 25% dont je vous parle. Donc en fait, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'exercice N-1, sous réserve des modifications qui peuvent arriver encore les prochains jours,
une entreprise peut revenir, pour remonter à la charge, pour essayer de récupérer un peu de trésorerie. Ensuite, puisqu'on parle de bonnes pratiques, le prêt garanti par l'État, ben, c'est pas l'Eldorado. C'est venu régler un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de trésorerie. Mais quelles sont les conséquences du prêt garanti par l'État? Évidemment, l'entreprise va avoir une trésorerie qui va être augmentée, mais elle est augmentée artificiellement. D'accord? Lorsque vous allez voir les bilans au 31/12/2020, vous risquez d'avoir une trésorerie relativement élevée, mais qui est en partie et artificiellement augmentée par du prêt garanti par l'État. Donc ça, il va falloir y retravailler. Deuxième sujet, quelles sont les conséquences des reports? Ben évidemment, si je reporte des échéances de trésor, de sécurité sociale, de charges et autres, tôt ou tard, il faudra les payer. Donc il faudra retraiter. C'est ce que je vous ai marqué en bas de la présentation. D'accord? Quelles sont les conséquences de la fermeture de 2 mois, et je ne parle même pas aujourd'hui de tout ce qui est lié à la restauration et des nouvelles mesures qui sont liées au contingentement et au fait que le soir, à partir de 21h, on ne pourra plus ouvrir aucun magasin. Bien évidemment, il y a une consommation de cash réel, et on a aussi... la consommation de cash risque d'être un petit peu... en contrepartie, on risque d'avoir une contraction du besoin en fonds de roulement. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir... Normalement, quand on a une période de contraction comme ça, il faut avoir... On a plutôt une réduction du besoin en fonds de roulement, puisque l'activité s'est mise au ralenti. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut revoir et qu'il va falloir retraiter lorsque vous allez voir un cédant. Et donc je vous ai résumé là, dans la slide suivante, quelques bonnes pratiques. N'oubliez pas quand même les 2 phases d'audit et en amont la phase de diagnostic. La phase de diagnostic, c'est la phase où vous allez rencontrer le cédant, vous allez discuter avec lui, vous allez créer un climat de confiance, il va vous donner de l'information, et donc c'est extrêmement important. Et dans cette phase-là, travaillez bien sur la robustesse du business model, c'est extrêmement important. Je passe directement au dernier sujet qui s'appelle le niveau des capitaux propres. Je pense qu'en 2021, on va tous parler du niveau de capitaux propres des TPE et des PME. Je vous donne rendez-vous pour en reparler parce que ça va être extrêmement important. Les TPE et PME françaises sont sous-capitalisées. Alors, je vous ai résumé ici les conséquences qu'on pourrait avoir sur le marché de la transmission côté acheteur. Évidemment, il faut avoir une attitude prudente et pragmatique. Il faut être très pragmatique, d'accord? Attention aux entreprises dites zombies. Zombie, c'est quoi? C'est une entreprise qui a bénéficié de tous les accords et possibilités qu'elle avait de l'État, qui a pu sortir de cette phase de difficulté, qui aujourd'hui se présente à la vente avec quand même quelques difficultés. N'hésitez pas à faire établir des business plans à vos repreneurs. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que le secteur bancaire, qu'on se doit quand même aujourd'hui de féliciter, hein, va devenir de plus en plus sélectif parce que ça fait quand même 4-5 mois qu'il avale et digère du prêt garanti par l'État. Alors, de la même manière qu'on a fait un petit coup de rétro, on a parlé cédant et repreneur, on va faire un petit flash assez rapide sur l'évaluation. Alors, je vous ai fait des petits graphiques, des petits infographiques pour que vous puissiez retenir et revenir sur ces points-là. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants parce que lorsqu'on parle de valorisation entre cédant et repreneur, très souvent la relation se tend. Voilà. Donc il faut être très, très clair sur le sujet. Je vais juste vous dire 2 choses sur cette présentation, cette slide. Premièrement, valoriser, ça n'est pas uniquement une estimation mathématique. Je reçois encore trop souvent 3 bilans par mail où on me dit cher Jean-Louis, combien coûte la société? Voici les 3 bilans. Ça n'est pas suffisant. Une entreprise, ça n'est pas que les chiffres. C'est des hommes, des femmes, du savoir-faire, des marchés, des clients, des fournisseurs. Premier sujet. Deuxième sujet, le prix qui va être accepté par les 2 parties, c'est d'abord un consensus. Un consensus à jour J de 2 personnes. Voilà. C'est extrêmement important. Nous sommes conseil
Et si l'acheteur est prêt à acheter un petit peu plus cher parce que ça correspond exactement à sa cible, eh bien, il faudra l'aider pour acheter cette cible au prix que lui souhaitera, aux conditions qu'il souhaitera, tout autant qu'on lui ait donné le bon conseil. En matière de valorisation, qu'est-ce qu'on évalue? Alors le plus souvent, on évalue une entreprise, un fonds de commerce. N'oubliez pas quand même une chose, si on évalue un fonds de commerce, bien évidemment, il n'y a pas de passif, mais il n'y a pas de trésorerie. Et donc, vous allez devoir assumer le besoin d'un fonds de roulement. D'accord? Deuxième sujet, dans quel contexte on évalue? Est-ce que c'est une transmission classique? Classique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est ce dont on parle aujourd'hui, la transmission d'entreprise. Est-ce que c'est une transmission qui fait suite à un événement de la vie? Je vous ai noté qu'une transmission sur 10 était subie. Problème de santé, divorce, problème familial, etc. C'est extrêmement important parce que, évidemment, les processus de bouclage d'opération seront beaucoup plus courts et donc il faudra en tenir compte. Alors, je vous ai marqué quelques principes généraux de valorisation. Celle que j'ai notée en bleu du côté gauche, c'est celle qui sera le plus souvent utilisée, notamment pour les TPE, PME. C'est une méthode des coefficients multiplicateurs sur un agrégat comptable qui, la plupart du temps, est l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi l'excédent brut d'exploitation? Parce qu'il est dépollué des dotations aux amortissements et provisions. Lorsqu'on évalue une entreprise, je voudrais bien revenir sur deux sujets. D'abord, le contexte économique influe sur les valorisations, et aujourd'hui, le contexte économique fait que les valorisations ont tendance un petit peu à chuter, Deuxième sujet, un truc sur lequel je voudrais rajouter, c'est que on reçoit très souvent des valorisations qui sont des moyennes de méthode. Je voudrais vous dire que la moyenne des valeurs n'a aucune valeur. On évalue au travers de plusieurs méthodes, oui, mais ensuite on conserve une seule méthode. Extrêmement important. Je voudrais faire sur le sujet un petit focus sur la trésorerie, sur le slide qui est devant vos yeux. Pourquoi un focus sur la trésorerie? D'abord parce que la trésorerie est ce qui découle de la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Et on sait très bien aujourd'hui que les besoins en fonds de roulement, mal estimés, sont une des causes principales des difficultés financières du repreneur. La trésor, c'est le sang dans les veines. Pas de circulation sanguine, pas de vie d'entreprise. Voilà. Donc je vous ai marqué quelques points extrêmement importants, notamment sur un sujet, premier sujet que je vous ai noté, la trésorerie qui apparaît sur les lignes valeurs mobilières de placement et banque à l'actif du bilan ne sont pas nécessairement de la trésorerie. Et c'est une trésorerie au 31-12 et pas nécessairement la trésorerie tout le long de l'année. Donc on aura intérêt à l'analyser au moins sur 1 ou 2 ans. Alors, puisqu'on parle de reprendre, et on va bientôt arriver au terme de notre petite intervention, on a tous des leviers de négociation. Cédants et repreneurs, on a des leviers de négociation. Alors, première chose qu'on vous conseille, c'est créer votre équipe projet. Un expert comptable, un avocat, un conseiller FUSAC. Créez cette équipe, elle va vous aider. D'abord, vous ne serez pas seul, et elle va vous aider. Ça vous permettra de voir le sujet de façon différente de la vôtre. Peut-être un peu moins impliqué, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, au niveau du repreneur, le diagnostic, le pré-diagnostic est extrêmement important. Vous loupez cette phase, vous avez loupé votre reprise. D'accord ? Vous avez aussi les retours d'audit, qui sont parfois avec des zones de risque qui vous permettront de dire, écoutez, le prix ne correspond pas à la réalité parce qu'on a trouvé telle et telle zone de risque. Et évidemment, la finançabilité, si un projet n'est pas finançable avec 30% d'apport, s'il n'est pas finançable, c'est que le prix est nettement surévalué. Je voudrais faire une petite parenthèse sur un sujet que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, sur un repreneur qui a envoyé une lettre d'intention. Une lettre d'intention, ça ne se limite pas à obtenir une exclusivité pour les négociations. La lettre d'intention, c'est la base du futur compromis et de l'acte définitif. Et quand en plus, sur la lettre d'intention, vous définissez le montant des garanties de passifs, c'est que vous aimez vivre dangereusement une grenade dans la poche parce que vous n'avez pas audité, donc vous ne pouvez pas connaître le montant de la garantie de passif. Je referme la parenthèse et on passe à un petit graphique que je vous ai fait de manière à ce que vous puissiez revenir sur le sujet avec des bullet points extrêmement importants. Comment on arrive à un accord sur le prix? Bien évidemment, et de plus en plus d'ailleurs avec la crise du Covid, par du crédit vendeur et par des clauses d'earn-out. Il faut le savoir.
Voilà, ça me semble extrêmement important. Quels sont les points, quel est le sort des comptes courants, quel est le sort de la trésorerie, qu'est-ce qu'on fait du résultat de l'exercice en cours? On est bientôt fin 2020, qu'est-ce qu'on va faire du résultat de l'exercice en cours? Est-ce qu'il est récupéré par le cédant ou est-ce qu'il est laissé dans l'entreprise? C'est extrêmement important. Les conséquences sur la trésorerie sont extrêmement significatives. Et enfin, quasiment avant-dernière slide, pour ce qui concerne le prix, soyons très clairs, les valorisations baissent. Oui, elles baissent d'ailleurs mécaniquement de par la baisse des résultats. D'accord ? Mais une entreprise qui est passée au travers de la crise avec un business model robuste, costaud, sans trop de difficultés, et qui affiche quand même une certaine santé, on n'a pas de raison de la dégrader en termes de prix. Cette entreprise vaudra toujours son prix sur le marché, sera toujours finançable. Hein. Donc la baisse de la valorisation concerne plutôt les entreprises qui ont souffert de cette crise. L'agroalimentaire n'a pas souffert, le e-commerce n'a pas souffert. Dernière slide, je vous ai fait une petite conclusion. Valoriser, ça ne tient pas compte que des chiffres. Les phases de diagnostic sont extrêmement importantes et la transmission de l'entreprise ne peut pas se résumer à la taille du chèque. Il faut que les deux, cédants et repreneurs, aient des niveaux d'accord, des niveaux de conception de la reprise d'entreprise identiques. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.